Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire, c'est Frédéric Pasture, le directeur général de Columbus Café, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure. 26 minutes pour comprendre à la fois l'entreprise, sa croissance et puis la réduction de son impact environnemental. Mais d'abord, je reçois Julien Franclet, le président de Sud Vin Bio. On verra comment se porte le secteur et puis comment il fait face au dérèglement climatique dans notre débat. C'est un gros plan sur un projet d'intelligence artificielle au service de l'humain que je vous propose, ou quand le groupe de conseil Equino crée un outil numérique pour aider l'association Binôme à ouvrir le sport aux personnes en situation de handicap. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, je vous présenterai Nutropie qui produit des protéines de lait sans passer par la case élevage. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Julien Franclet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Sud Vin Bio. On va parler ensemble de cet événement Millésime Bio. C'est un mondial du vin bio que vous organisez à Montpellier au mois de janvier prochain, 26 au 28 janvier. Mais d'abord, vous représentez qui? Sud Vin Bio, c'est quoi? Alors Sud Vin Bio est une association interprofessionnelle qui regroupe en fait tous les acteurs de la filière viticole bio en Occitanie. Donc nous représentons 1100 vignerons bio d'Occitanie et une cinquantaine de metteurs en marché. D'accord. Et donc cet événement, 26-28 janvier, c'est la 33e édition déjà. J'ai été déjà surpris par la durée. C'est-à-dire que cette préoccupation du vin bio, elle existe depuis plus de 3 décennies. Effectivement, déjà l'agriculture biologique existe depuis 40 ans, puisqu'en 2025 nous avons fêté les 40 ans du label. Et effectivement, déjà à la fin des années, au début des années 90, il y avait déjà une poignée de vignerons convaincus qui se sont structurés en créant Sud Vin Bio en 91 et dès 1993 ont créé la première édition du salon qui s'appelle Millésime Bio. Pourquoi Montpellier? Est-ce que c'est une terre de bio d'une certaine façon? Alors effectivement, originellement la région Languedoc-Roussillon propose un climat qui facilite la culture en agriculture biologique avec un climat plutôt sec et donc qui va vraiment diminuer la pression sur la maladie numéro 1 de la vigne qui est le milieu de la vigne. Alors tiens, on aurait pu commencer par ça. Ça veut dire quoi produire du vin bio? Qu'est-ce que vous faites de différent? Alors, déjà, pour produire du vin bio, mais c'est vrai pour toute l'agriculture biologique, on est certifié par rapport à un cahier des charges européen. Donc en fait, on a des règles qui sont très clairement écrites. Et l'objectif, c'est vraiment de ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse. Et donc on a une liste positive de produits, donc d'origine naturelle. On parle souvent du cuivre, mais il y a également plein d'autres produits qui sont autorisés pour produire du raisin bio. Et ensuite, au chai, c'est pareil, lorsqu'on transforme le raisin en vin et pendant tout l'élevage jusqu'à la mise en bouteille, là également, on a un cahier des charges qui nous autorise que certains produits dans tout le codex œnologique. Si on compare au monde du vin en général, c'est un univers qu'utilise beaucoup d'intrants chimiques. C'est assez caché finalement, mais disons qu'on n'a pas de liste des ingrédients officiellement sur les bouteilles de vin. Enfin, ça a un petit peu changé avec l'intégration du QR code au dos des bouteilles, mais globalement, on a toujours l'impression que le vin, c'est juste du raisin qui fermente dans les cuves et puis après on le met en bouteille. Alors qu'il y a beaucoup de techniques derrière. Et effectivement, le fait d'être en agriculture biologique nous demande un peu plus de technicité et de précision puisqu'on a moins d'outils pour préserver la qualité des vins. Alors, deux questions générales sur le secteur du vin. C'est vrai qu'il y a un recul global de la consommation de vin, en France, même on pourrait dire dans le monde. Est-ce que ça touche aussi le vin bio? Ou un peu moins? En fait, quand on regarde la consommation de vin, effectivement, elle baisse dans le monde entier. Si on regarde vraiment l'évolution du vin bio, que ce soit en valeur ou en volume, il y a une progression. Il y a une progression parce qu'il y a aussi de plus en plus de vignerons et de caves coopératives qui travaillent en bio. Si on prend l'exemple, si on compare 2024 à 2023, on a plus 7% en volume de vente et plus 7% en valeur également. Est-ce que vous séduisez, parce qu'il y a un vrai défi pour le secteur du vin en général, c'est de séduire les jeunes. Est-ce que vous séduisez plus les jeunes que la moyenne? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un changement en fait, vraiment sociétal sur la consommation d'alcool. Et
la société cherche à moins consommer d'alcool, mais des alcools de meilleure qualité. Et en ce sens, les vins bio répondent vraiment à cette demande-là, puisqu'on sait qu'on a des impacts positifs sur l'environnement et également sur la santé des travailleurs et des riverains de nos vignes. Ouais, évidemment. Il y a aussi la question du titrage, du degré d'alcool des vins. C'est vrai qu'avec le réchauffement, ça devient parfois compliqué de rentrer dans les cases. Et c'est vrai aussi que si on reparle de la consommation, il y a peut-être une demande de vins moins puissants. Est-ce que ça fait partie de vos réflexions d'avenir? Complètement, il y a la catégorie de ce qu'on appelle les NOLO, donc no alcool, low alcool, donc pas d'alcool sans alcool, avec depuis mars dernier la désalcoolisation totale des vins bio qui est autorisée par le cahier des charges européen. Et ensuite, effectivement, on cherche à coller de toute façon aux tendances de consommation et les vins à faible degré d'alcool sont une piste de débouché et la désalcoolisation totale également. Est-ce que le secteur du vin bio a besoin du soutien de l'État? Est-ce que c'est un secteur sous subvention? Parce que ça peut valoir pour le bio en général. C'est une vraie question qu'on se pose. Souvent, cette question est souvent posée, mais on s'aperçoit que quand on décortique, par exemple, la PAC, la part d'aide qui va à l'agriculture biologique est relativement faible dans le volet de la PAC. Alors, on a besoin d'aide aux investissements, d'aide à la restructuration de notre vignoble. Ça, c'est quelque chose qui est important, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on a des changements de consommation. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin de faire évoluer notre vignoble pour coller aux consommateurs. Et ensuite, on a aussi des besoins pour trouver des débouchés, et ça, c'est assez important de pouvoir avoir le soutien de l'État sur ces actions-là. Alors, le vin bio, il fait sa part de la lutte contre le dérèglement climatique, ou en tout cas le travail commun qu'on essaye de faire pour limiter les dégâts du réchauffement. Est-ce que vous en souffrez, à l'inverse? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous, par exemple, dans votre région, autour de Montpellier, à quel point vous envoyez les effets? Alors, en fait, on envoie les effets, mais comme n'importe quel agriculteur, qu'on soit en agriculture conventionnelle ou biologique, on a les mêmes impacts. Sachant que l'Occitanie est une grande région, avec une partie du vignoble qui est sur un climat méditerranéen. Moi, je suis originaire du Gers, vigneron dans le Gers, et donc du coup, je suis sur la partie océanique. Et donc, on a des problématiques avec le changement climatique, mais qui sont assez différentes. L'arc méditerranéen va plutôt souffrir d'un manque d'eau et avec une désertification par endroit du monde agricole, sans parler de l'incidence des incendies, notamment du méga-feu de cet été. Et à contrario, nous, dans le sud-ouest, on va avoir un autre problème. Des fois, c'est un excès d'eau au printemps. Donc vraiment, si on prend juste le cas de l'eau, on a vraiment des difficultés dans la gestion et qui peut aller d'un extrême à l'autre. Mais est-ce que, alors la question je la pose quasiment à chaque fois, mais c'est bien de le rappeler pour ceux qui doutent du réchauffement, c'est les vendanges, la date des vendanges. Alors, si on regarde si on prend un peu de recul. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je vinifie. Lorsque je suis arrivé dans le sud-ouest et que mes premières vinifications ont commencé entre le 10 et le 15 septembre, aujourd'hui, on commence les vendanges généralement autour du 25 août. Donc on a quand même presque 2 à 3 semaines. En peu de temps. En l'espace de 20 ans. En 2 décennies. En l'espace de 20 ans. Et on s'aperçoit aussi que la durée des vendanges se raccourcit. C'est-à-dire que normalement on a des cépages qui ont des maturités différentes. Et incidence du climat fait qu'on a moins d'écart de temps en fait, entre la maturité de chaque cépage. Est-ce que vous êtes obligé aussi d'adapter vos cépages d'ores et déjà, ou est-ce que vous réfléchissez à une adaptation de vos cépages, alors pour subir ce réchauffement, ou alors pour les questions de titrage de degré d'alcool, par exemple? Alors, il y a des réflexions. On parle souvent des cépages résistants, donc c'est des cépages qui sont naturellement résistants aux maladies, qui peuvent permettre en fait aux agriculteurs biologiques de mieux en fait résister à l'attaque de certains champignons. On a aussi, on sait que la consommation du vin rouge baisse plus vite que la consommation du vin en général, donc on a aussi une réorientation du vignoble avec moins de rouge et plus de blanc. Et ensuite, on peut également aussi avoir l'introduction de cépages qui vont mieux se comporter avec un déficit d'eau. À l'inverse, est-ce que vous voyez arriver des concurrents du Nord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire des régions qui ne faisaient pas de vin et qui commencent à en faire. Ça se développe. On sait qu'il y a des vignobles qui s'installent en Bretagne. Il y a des vins qui commencent à avoir de bonnes réputations en Belgique également. L'Angleterre, depuis déjà quelques années, sur la partie effervescente. Sur le salon Millésime Bio, donc, dans nos exposants, nous avons des exposants qui viennent d'Angleterre. Nous avons un exposant qui vient d'Angleterre. Et
dans les années qui viennent, parce que ces vignobles sont assez jeunes, donc il va leur falloir un petit peu de temps avant de pouvoir venir jusqu'à millésime bio, mais je suis sûr que d'ici 2-3 ans, on aura effectivement des vins de nouveaux vignobles. Alors on peut trouver que c'est désastreux, on peut se dire c'est une bonne nouvelle, mais moi ça m'inspire plutôt une question sur la capacité du vin français à se réinventer, parce que voilà, c'est le vin peut-être le plus réputé au monde, qui vit peut-être un peu sur ses acquis. Est-ce que vous avez parfois ce sentiment-là dans les difficultés ou la crise que le secteur, au-delà du bio, que le secteur en général traverse? Ouais, alors l'arrogance française, on peut dire ça comme ça aussi. J'en suis pas persuadé, parce que le vignoble essaye de se réinventer quand même depuis longtemps. Alors il y a toujours un peu le poids des générations aussi, qui est jamais facile quand on veut faire table rase du passé. Mais en tout cas, aujourd'hui, je crois que chaque vigneron a bien conscience du fait qu'il faut avancer, et que ceux qui n'avanceront pas seront amenés à disparaître. Donc vraiment, c'est changer nos pratiques, les améliorer, et coller toujours plus au mode de consommation. Un dernier mot, tiens, il nous reste 1 minute 30 pour parler des labels, parce qu'il y a quand même beaucoup de labels environnementaux plus ou moins exigeants, etc. Le label bio, c'est quoi? C'est le plus exigeant? C'est l'un des plus exigeants? C'est certainement l'un des plus exigeants. Et derrière ce label, il y a une certification. En fait, il y a des organismes certificateurs qui viennent faire un contrôle chaque année chez tous les vignerons, chez tous les agriculteurs engagés en bio. Ils sont mandatés par le ministère de l'Agriculture et ils viennent nous contrôler. Donc on a des audits et on est contrôlé précisément sur le fait que l'on respecte bien le cahier des charges de l'agriculture biologique. Dans votre exploitation, par exemple, ça se passe comment? Vous savez à quel moment ils viennent? Alors, ça se prépare plusieurs semaines à l'avance? On a un audit qui est prévu, généralement en fin de campagne, pour pouvoir contrôler ce que j'ai effectué sur mes vignes et dans mon chai. Et puis on peut avoir des audits inopinés également qui viennent contrôler n'importe quand dans l'année. Les agriculteurs payent pour cette certification, donc ça c'est quand même quelque chose qui est important, ça engage l'agriculteur, et on parle souvent de surcharge administrative. Quand on est en bio, on se rajoute une surcharge administrative avec la certification bio. Est-ce qu'il y a, dernière question, tiens, est-ce qu'il y a, alors ça concerne peut-être plus l'agriculture bio en général, mais est-ce qu'il y a beaucoup de, je ne sais plus quel est le terme, de déconversion, enfin de retour en arrière? Alors, en termes de nombre, oui, mais parce que le pourcentage est stable, pardon. Et donc, ce qui fait que 3% de 100 vignerons, c'est toujours un nombre plus petit que de 200. Pour l'instant, on ne le voit pas exploser, ce chiffre-là. On est très vigilant. On sait que l'engagement, par contre, de la conversion baisse. Mais pour l'instant, on n'a pas de signaux forts de retour en arrière. De retour en arrière. Ça prend combien de temps de basculer au bio? Alors, il faut 3 récoltes. Entre le moment où on commence l'agriculture biologique et on met en œuvre les pratiques de l'agriculture biologique, il faut attendre 3 récoltes avant de pouvoir certifier le produit agriculture biologique. Merci beaucoup. Je rappelle que l'abus d'alcool est évidemment dangereux pour la santé, et je rappelle que ce salon, ce millésime bio mondial du vin bio et des boissons biologiques, aura lieu du 26 au 28 janvier à Montpellier. Merci encore. Et à bientôt, Julien Franclet. On passe tout de suite à notre débat. C'est le débat de ce Smart Impact. On va parler d'intelligence artificielle. Vous allez voir avec Malo Gaudry, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Thomas. Vous êtes le fondateur, le président d'Equino, et Bertrand Millat, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes responsable du digital de l'association Binôme. Alors on va savoir déjà qui vous représentez. Equino, vous l'avez créé il y a 18 ans. Tout à fait. C'est quoi Equino? Equino, c'est un cabinet spécialiste du numérique et de l'intelligence artificielle. Ouais. Notre métier depuis 18 ans, du coup, c'est d'aider les clients à résoudre des problèmes et créer de la valeur à partir de ces technologies. Ouais. Ça fait maintenant longtemps que pour faire ça, nous, on a deux piliers. On va dire. Le premier pilier, c'est l'expertise. Il faut maîtriser ces technologies, il faut savoir s'en servir au bon moment pour la bonne raison. Et le deuxième, c'est l'intelligence collective. Au sein d'Equino, on a différents métiers, des designers, des ingénieurs, des consultants. Et en fait, en regardant le problème sous différents angles, on arrive à trouver une solution, une résolution qui est plus durable. La meilleure preuve, on va dire, c'est que 99% de nos projets sont des succès et que parfois même des clients qui avaient échoué avec d'autres réussissent avec nous. J'ai un client en tête qui fait partie du CAC 40, ça fait 18 ans qu'on l'accompagne, donc voilà. Puis la création, il est toujours là. C'est plutôt bon signe. L'association Binôme, c'est quoi? Alors l'association Binôme, c'est une association qui est composée à la fois de personnes malvoyantes, donc déficientes visuelles ou aveugles, et de personnes voyantes. Et ensemble, on a créé le binôme.org, la première plateforme de sport inclusif. Concrètement, on met en relation des personnes malvoyantes qui souhaitent pouvoir pratiquer du sport, de la randonnée, de la course à pied, de la natation, mais aussi du ski alpin,
avec des personnes comme vous et moi qui souhaitent pouvoir accompagner, être guide dans la pratique du sport. Et alors, on va essayer de comprendre comment vous vous êtes rencontrés. Equino qui travaille pour une association, c'est classique, c'est original dans votre parcours? Alors non, on a déjà travaillé avec beaucoup d'associations. On travaille en fait pour des grands groupes, aussi des plus petites organisations et des associations. Avec Bertrand, on se connaît d'avant, donc ça aide. Ouais. Un jour, il a cette idée pour cette association, il m'appelle et je lui dis bah oui, effectivement, on peut t'aider. Alors, vous aidez Binôme comment? Concrètement, ce qu'on a fait sur ce projet-là, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour en faire plus. Et donc, parce qu'une association, à un moment, surtout sur ce sujet-là, c'est des choses qui sont sensibles, qui sont techniquement complexes. Et là, l'intelligence artificielle nous a aidés à aller plus vite, à en faire plus, pour répondre aux besoins, et j'espère à tous les besoins de Bertrand. Alors, c'était quoi le cahier des charges, c'était quoi? Quel besoin? Alors, nous, effectivement, il y avait ce développement de cette application de mise en relation, de matching, finalement, à l'image d'un mythique, mais pour le sport inclusif, entre justement des personnes qui sont partout en France et qui souhaitent pouvoir trouver un guide pas loin de chez eux. Et dans ce cadre-là, l'IA et la proposition d'Equino nous a intéressés à 3 niveaux. Le premier, effectivement, c'est l'IA qui a un rôle d'accélérateur dans les développements, puisque Malo pourra revenir dessus, une certaine partie des tâches du développement ont été, entre guillemets, déléguées à l'IA, et ça nous permet justement d'aller plus vite et d'avoir un coût de revient et pour nous des coûts, parce qu'on a une structure de coûts plus intéressant. Le deuxième, c'est dans la possibilité de s'accaparer la solution, notamment pour des déficients visuels. Je crois beaucoup notamment à l'IA générative combinée à la voix. Demain, un déficient visuel pourra aller sur l'application Binôme et dire « Ok Binôme, trouve-moi un guide samedi près de Vincennes pour faire de la course à pied ». Et là, on voit qu'on dépasse en fait des contraintes d'accessibilité qui sont toujours effectivement un effort pour les déficients visuels, quand bien même l'application respecterait toutes les normes. Et donc, on a une appropriation qui sera meilleure de la part des déficients visuels. Et enfin, l'application, elle nous permet de croître beaucoup plus rapidement, puisque finalement, on a créé l'association il y a un peu plus d'1 an et demi, et plusieurs dizaines de personnes. Aujourd'hui, on a plus de 800 personnes inscrites sur la plateforme, et donc on voit l'effet d'accélération que peut avoir l'application et l'IA pour favoriser le matching entre des déficients visuels, d'une part, et des guides comme vous et moi, hein, j'insiste. L'idée, c'est ouvert à tout le monde, c'est sans engagement, c'est gratuit, et c'est pas compliqué, quoi. Est-ce que c'était un défi particulier pour vous? Un défi, je sais pas, mais en tout cas, ça nous a vraiment attirés parce que ça a du sens. C'est un point important, et moi, c'est une conviction que je défends. Je pense qu'on entend, on lit beaucoup, l'IA, c'est super pour optimiser. Mais en vrai, l'IA, c'est aussi super pour créer. Et là, on a apporté énormément de valeur à quelque chose qui, moi, me touche certainement d'autres personnes. Mais ça aurait été possible sans IA? Ça aurait été possible sans IA, tout à fait. Je pense qu'on ne serait pas allé aussi loin. D'accord. Là, on a vraiment réussi à faire des choses qui sont canons. Et donc, moi, je rejoins... Enfin, en tout cas, j'insiste là-dessus. Créons de la valeur. On le voit dans la médecine, on le voit dans l'agriculture. L'IA peut apporter beaucoup de choses. Donc, au-delà du spectre, parce qu'il y a beaucoup de peur et de crainte autour de tout ça, on peut faire des choses positives avec l'IA. Et je pense que c'est exactement ce qu'on a fait avec Bertrand sur Binôme. Si on rentre dans le détail, alors j'ai bien compris l'intérêt de l'IA générative pour permettre à une personne déficiente visuelle de dialoguer finalement. Bon, ça me semble très important. Où est-ce que vous voyez, vous, un apport décisif de l'intelligence artificielle dans ce projet-là pour effectivement passer un cap ou aller plus vite, quoi? Bertrand l'a dit tout à l'heure, hein, nous, déjà, il y a eu, côté développement, une accélération des développements. L'IA est un outil formidable. Alors, il ne marche pas tout seul, il faut l'encadrer. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut de l'expertise, il faut de la maîtrise, il faut du contrôle. Moi, j'ai une image dans les équipes, je dis, l'IA, c'est un peu comme le feu, quoi. Si on le laisse libre, il va tout dévorer. En revanche, si on l'encadre, il va chauffer, il va éclairer. Et ça, c'est ce qu'on est arrivé à faire. C'est utiliser l'IA à bon escient pour un projet qui a du sens. Ça nous a permis d'accélérer les développements, ça nous a permis d'arriver directement avec des contraintes d'accessibilité, parce que la réglementation, c'est compliqué, mais techniquement, pour respecter toutes ces contraintes, c'est super compliqué. Là, on a pu le faire beaucoup plus rapidement. C'est pas magique,
Il a fallu des experts derrière pour contrôler, mais on y est arrivé. Comment vous réussissez, alors au-delà de l'outil, hein, à développer ce lien-là, ce lien entre participants et puis je pourrais rajouter à la question l'importance de l'activité sportive pour celles et ceux qui vont sur binôme.org. Oui, effectivement. Alors, sur les gains, effectivement, pour des déficients visuels, on a des gains à la fois sportifs pour la santé, mais aussi par rapport à l'isolement. Hein. Moi, j'ai souvenir d'une personne que j'accompagnais qui, avant de connaître Binôme et de pouvoir courir en duo, justement, s'entraîner à monter dans sa cage d'escalier. Parce que, voilà, on était dans un univers connu, et donc on imagine bien, effectivement, le gain pour la santé mentale, la santé physique, pour les personnes déficientes visuelles. Après, nous, effectivement, on accompagne tout au long du parcours, finalement, les personnes qui sont motivées pour guider, puisqu'on a mis en ligne un certain nombre de tutoriels, on organise régulièrement des sorties autour de Paris, et puis demain également partout en France, pour apprendre à guider tous ensemble, en groupe. Et là aussi, on crée du lien entre des déficients visuels et des personnes, que ce soit pendant des courses et sur des trails, et après des sorties le week-end ou en semaine. Et ensuite, on a également mis en place des outils de communication assez classiques. On a des forums WhatsApp sur lesquels, en fonction des régions, les déficients visuels peuvent dialoguer entre eux avec des guides. Typiquement, tiens, je cherche pour la prochaine course, pour le Paris-Versailles, un guide. Et c'était encore cette semaine, il y avait encore une demande, et un guide s'est dit moi je suis disponible, je peux t'aider, et super, et ils ont trouvé, quoi. Est-ce que l'effet des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris continue de se faire sentir, ou est-ce que c'est un soufflet qui est retombé? Alors nous, il y a clairement eu un effet, effectivement, puisque notamment pour sensibiliser les mécènes également qui croient en nous, qui nous accompagnent, notamment la Fondation Valentin AI, par exemple, qui nous aide à développer cette application. Il y a eu un effet, effectivement, JO, et qui aujourd'hui est encore présent, honnêtement, et on sent qu'il y a une volonté de pouvoir développer le sport et l'inclusion. Et après, effectivement, aujourd'hui, il y a d'autres thématiques qui arrivent, notamment IA for Good, sur lesquelles, effectivement, on souhaite s'appuyer pour pouvoir continuer à développer Binôme. Alors justement, cette idée d'IA for Good, pourquoi c'est important ce qu'on fait là, c'est-à-dire de montrer que l'intelligence artificielle sert aussi, on pourrait parler de santé, en général, pourquoi c'est un combat que vous menez? Moi, c'est un combat que je mène parce que je crois qu'on a une chance inouïe, quand même, c'est qu'on a un outil extrêmement puissant entre les mains, mais du coup, on a une responsabilité en face de cet outil, voilà, exactement. C'est la conviction que je défends, notamment dans une tribune qui a été publiée par Forbes il y a quelques semaines. C'est aussi ce que fait, je trouve, l'Europe, qui est remarquable en ce moment avec les AI Act, de dire non, on n'est pas obligé de partir sans contrôle, sans garde-fou. Il y a des termes techniques pour ça dans l'IA, etc. Donc on a cette responsabilité. Et je pense que ça dépasse les enjeux technologiques, économiques, etc. Moi, mon rôle en tant que dirigeant, c'est pas le quoi, c'est pas le comment, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'on choisit? Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans ce moment, tous ensemble, où on doit choisir. C'est un enjeu sociétal, en fait. Bien c'est sûr. Dans quel monde est-ce qu'on a envie de vivre? Voilà, donc... Sauf qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale, si tant est qu'il y en ait eu une à une époque, et elle est particulièrement affaiblie. On est dans une période où le multilatéralisme n'est presque plus qu'un mot, et de moins en moins une réalité. Donc dans ce contexte-là, on voit que les États, et pas les plus petits, les États les plus puissants, accélèrent, sont la course au gigantisme et à la puissance en matière d'IA, et puis côté entreprise, pareil. Les plus grosses entreprises, les plus puissantes sont dans cette course. Donc, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas mener ce combat, mais je vais essayer de ne pas être pessimiste, mais est-ce qu'il n'est pas un peu perdu d'avance, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous avez raison, il ne faut pas être naïf. Surtout qu'on n'en a pas parlé, mais derrière, c'est des enjeux géopolitiques, c'est des enjeux sur les extractions, les minerais, etc., y compris environnementaux, qui sont énormes. Alors, je suis peut-être un incorrigible optimiste, mais personnellement, je pense qu'au contraire, on doit s'emparer de ce sujet. Et d'ailleurs, il y a eu un rebond cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, mais le Canada s'est joint, un peu comme sur la CSRD qu'on avait beaucoup critiqué au début. En fait, il y a d'autres États, d'autres régions du monde qui se sont inspirés de cette norme.
Ben là, il est en train, en tout cas, le Canada le montre, de se passer un peu la même chose avec les Ajax. Donc, bon, nous sommes des hommes, c'est à nous de choisir. Ouais, en espérant que l'Union européenne lâche pas. Vous m'avez apporté ce chasuble là. C'est ce que portent vos guides, c'est ça? Exactement. En fait, Voilà. il y a des chasubles pour les guides et des chasubles Ouais. pour les déficients visuels, Ok. de manière à ce qu'on puisse les repérer facilement, que ce soit pendant des courses, et c'est très utile. Donc c'est facile, hein. Vous portez Exactement, ça et clac, Et c'est magique. parti, et on vous accompagne Vous devenez guide. s'il y a des questions. Merci beaucoup. Donc c'est sur binôme.org. Merci à tous les deux. À bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien avec le directeur général des Columbus Café. Êtes-vous prêt pour l'impact? Voilà la question que je pose chaque jour dans notre émission. Question posée à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Frédéric Pasture. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Columbus Café qui a fêté ses 30 ans en 2024 et qui se porte comment? Tiens, une question très générale pour démarrer. Bien, Columbus Café se porte plutôt bien dans un marché qui est en pleine effervescence du coffee shop aujourd'hui en France. Ouais. Donc ça c'est super parce qu'on attendait ça. En tout cas, on était dynamique dans cette position-là depuis 30 ans maintenant, enfin, Ouais. plus de 30 ans. Et ça y est, le coffee shop fait partie des quotidiens des Français. Ouais. Alors ça dépasse les frontières de France, mais ça y est, c'est un concept, il y a un mode de consommation en tout cas qui Ouais. fait partie de leur quotidien. Le modèle, c'est quand même la franchise? Oui, C'est le absolument. principal, ouais, c'est Ouais, ouais. ça. Nous, donc la marque existe depuis plus de 30 ans. Elle a Mhm. été revue en 2007 parce qu'elle a été reprise par Vagram Food Service et le groupe Mhm. qui appartient à la marque aujourd'hui et le réseau. Et entre 2007 et 2009, on a remis à plat le concept, la marque, pour la relancer sur une dynamique de franchise. Et aujourd'hui, on est vraiment franchiseur. Quasiment 95% des magasins sont opérés Ouais. par des franchisés. Avec quelques chiffres, fondé en 1994, chiffre d'affaires 2024, plus de 130 millions d'euros, 16 millions de commandes en magasin et en ligne, toujours sur cette année 2024, et puis plus de 250 coffee shops en France et à l'étranger. C'est peut-être pas le dernier chiffre d'ailleurs, parce qu'il y en On a a qui se passé créent les régulièrement. 250, on a ouvert Ouais. 3 la semaine dernière. Oui, Dans des c'est typologies régulier. très complémentaires les unes Ouais. des autres, dans une enseigne de bricolage à Clermont-Ferrand, dans Ouais. une zone commerciale à Pamiers, dans le sud-ouest de la France. Mhm. Il y a beaucoup de franchisés qui en ont beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Ou Ouais, ou on est-ce a- qu'en général, on a son Columbus Café Ouais. et pas forcément Ouais, plusieurs, donc le quoi. début de l'aventure commence par un premier magasin, Ouais. un premier coffee shop, Columbus. On a 120 franchises indépendants, donc des gens comme vous et moi qui un jour se sont lancés, ont pris ce pari-là et ont rejoint plutôt une enseigne, un concept et un Ouais. modèle de franchise qui leur convenait et qui répondait à leurs besoins et leurs attentes. Et aujourd'hui, sur ces 120 franchisés, on en a une cinquantaine qui en ont plusieurs. D'accord. Et nous, le modèle, en tout cas, notre modèle, c'est vraiment de les accompagner, en faire un, puis un deuxième, puis un troisième. Voilà, le modèle économique tient bien sur 3 Columbus, et puis ça permet de mailler aussi la ville où on est en fonction des régions. Alors, vous dites en France, nous avons une culture gastronomique liée à un mode de consommation qui est forte, qui correspond bien à l'univers du coffee shop. Columbus Café est français, mais le client ne le perçoit pas assez. Je vais être très honnête avec vous. Quand je suis rentré dans un Columbus Café, je n'imaginais pas forcément que c'était une marque française. C'est lié au nom, etc. En quoi c'est un positionnement important pour vous, ça? On est sur un concept plutôt anglo-saxon, c'est vrai, Ouais. qui a été amené en France par le fondateur il y a plus de 30 ans maintenant. Ce côté français, il est déjà d'une parce que c'est une marque française, c'est une entreprise française qui la détient et qui l'opère et qui l'anime au quotidien. Donc on est vraiment 100% français, ce qu'on appelle nous la tête de réseau, le siège. Et ce côté français, en fait, on l'anime au quotidien à travers la qualité. Donc la qualité de notre service à la française, la qualité de nos produits. Voilà, vous parliez de culture gastronomique, c'est vrai que c'est fort et c'est incontournable aujourd'hui quand on parle de restauration, de mettre de côté cela, d'autant plus quand on est dans un univers de la restauration rapide qui est quand même assez porté ou dynamisé par des marques plutôt américaines, anglo-saxonnes. Mais est-ce que c'est un atout à faire valoir vis-à-vis de vos clients? Moi, je ne vais pas forcément... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si je parle de fast-food, est-ce que un client pousse la porte d'un fast-food parce qu'il se dit « Ah tiens, c'est une marque française derrière » quoi. Le côté français va apporter un gage de qualité Ouais. dans la tête du consommateur et dans l'esprit et dans l'attente qu'il va avoir. Donc c'est vrai que ce côté français, nous on le défend plus aujourd'hui sur toute la partie qualité de nos produits, qualité de service, qualité des magasins. On le dit pas assez, on le communique pas assez, c'est vrai. Et on a 2-3 sujets dans nos enjeux là-dessus. Mais aujourd'hui, le client, à quoi il attache le plus d'importance, c'est la qualité. Et aujourd'hui, il regarde encore plus l'expérience qu'il va vivre dans un restaurant, dans un coffee shop, et encore plus chez Columbus, parce que c'est notre marque de fabrique, l'expérience client. Donc ce côté français, il est là-dessus, en tout cas côté consommateur. Derrière ça, il y a aussi la majorité de nos produits sont approvisionnés de France, sont fabriqués en France, sont produits en France.
en fonction des matières qu'on utilise, mais ça fait partie de notre cahier des charges d'approvisionnement et de fabrication industrielle. Alors justement, c'était une question que j'allais vous poser sur le sourcing des produits. À partir du moment où vous êtes à plus de 250 coffee shops, vous devez avoir, j'imagine, un maillage territorial assez vaste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dénicher des producteurs locaux systématiquement, ou alors c'est passer des accords avec des producteurs français et puis ensuite dispatcher les produits un peu partout? C'est des producteurs français qui vont alimenter une chaîne de logistique qui va, elle, livrer pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, les Columbus qui sont implantés dans toute la France. Plutôt en région. Je vais faire une parenthèse que Paris, région parisienne, même si on est présent, on est plutôt en région historiquement. Et voilà, et après, donc on va créer des partenariats avec ces industriels, ces fournisseurs-là français ou européens quand on n'a pas le volume ou la possibilité de trouver du français. Ce serait plus trop compliqué ou impossible, je ne sais pas, d'être encore plus local d'une certaine façon? Non, le local, oui. Alors c'est des contraintes logistiques et de volume qui nous poussent malheureusement à aller au-delà de la frontière régionale. Maintenant, quand on le peut, on travaille avec des industriels de région, mais qui alimentent, je vous disais, une plateforme qui va livrer tous les jours les Columbus dans toute la France. Donc ce côté local, oui, il est important pour nous, mais c'est plutôt le local français qu'on va opérer. Ce qui est déjà très bien. Le café, en revanche, il vient de loin. Forcément. Oui, il vient de loin. Ça change pas. Ça. Il est 100% bio. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et c'est aussi une marque de qualité pour le consommateur français, ce label-là. Mais oui, il vient de loin, forcément, parce que le café n'est pas cultivé en France. Par contre, il est torréfié par un torréfacteur français qui nous le torréfie depuis plus de 15 ans maintenant. On construit aussi des partenariats à long terme avec nos fournisseurs. Et voilà, après, on travaille avec lui sur l'assemblage, etc. Comment vous contrôlez la chaîne de valeur? Vous dites c'est du café 100% bio, sauf que plus c'est loin, plus j'imagine, ça peut être compliqué, surtout qu'il y a souvent pas mal d'intervenants ou de sous-traitants dans une chaîne de valeur, notamment d'une matière première comme le café. Comment vous contrôlez? On a une équipe achat-approvisionnement qui est en charge de s'assurer que notre cahier des charges est bien respecté. Donc on va d'abord construire un cahier des charges, nous, au niveau de la direction, qu'on va commencer à partager avec les fournisseurs ou les fabricants ou les industriels qui vont pouvoir nous fournir. Et ensuite, on vérifie régulièrement ce qu'ils font, comment ils le transforment, d'où il vient. Voilà, notre café, il y a plusieurs torréfactions qui sont faites sur un mois, mais à chaque fois, elle est testée avant d'être livrée en magasin par nos équipes, s'assurer que le cahier des charges est bien respecté et qu'on y retrouve bien le goût, la couleur, l'arôme. C'est quoi la différence? Parce que quand on dit bio, le cahier des charges du bio n'est pas forcément le même en France, en Europe ou dans les pays qui produisent le café. Donc c'est le cahier des charges bio local qui est respecté. Sur des cahiers des charges français. Vous avez mis la barre un peu plus haut, quoi. C'est ce que je voulais dire, c'est un cahier des charges plutôt engageant, exigeant, mais oui, parce que c'est des produits qu'on va commercialiser sur le marché français. Donc on est sur le... Est-ce que l'engagement va jusqu'à la question de la rémunération du producteur? Alors là, on est plutôt sur le café équitable, c'est encore un autre label et un autre engagement, mais est-ce que ça fait partie là aussi de vos préoccupations? Nous, notre cahier des charges RSE, mais au-delà, c'est plutôt notre cahier des charges qualité. On va essayer de couvrir toutes les parties prenantes du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le producteur de café, entre autres, mais j'ai un autre exemple à vous donner, on a construit une filière de lait avec Candia depuis 3 ans. On est sur un lait bleu blanc cœur, donc c'est un lait français, qui rémunère à juste valeur toute la chaîne entre l'animal, la nourriture qui va lui être donnée, l'agriculteur, en tout cas qui élève le lait et qui le produit, la chaîne logistique et comment c'est restitué au final dans la boisson du client, parce que ce qui est intéressant aussi, on a toute cette partie industrielle, mais on a aussi la partie qualitative pour le client. Et c'est un lait qui a suffisamment de matière grasse pour qu'il soit suffisamment goûteux, en tout cas, pas sucré, mais suffisamment goûteux et facile à travailler aussi par nos baristas. Donc nos baristas, c'est nos employés, nos artistes du café qui font les laits, les boissons tous les jours pour nos clients. Ça s'improvise pas d'ailleurs. Et non, ça il y a une formation. Ils ont une formation barista où ils apprennent à chauffer du lait, différentes typologies de lait, à faire aussi un bon expresso, l'expresso parfait. Il y a des gestes, il y a cette étape. Et puis pour revenir à ce lait, il faut aussi qu'il soit suffisamment qualitatif pour qu'ils puissent dessiner avec le lait. Donc là, ils vont chauffer le lait d'une certaine manière et ils vont faire des dessins. Là, c'est clairement extraordinaire de ce qu'ils peuvent faire,
Voilà, l'intelligence artificielle fait plein de belles choses, mais ça, Mais pour ça- le coup, c'est ça- un vrai savoir-faire Ça, ils peuvent manuel. pas. Ouais. Ouais. Et puis, et oui, et l'origine du, enfin, en tout cas, la qualité du produit va être importante pour cette chose-là. Ouais. Ouais, allez, tiens, je reste sur le café, je vous titille un peu parce qu'on a reçu ici même Alexandre Bélanger, qui est le patron de Belco. Vous connaissez peut-être son entreprise qui transporte ses cafés, ses cacaos à la voile, qui a participé d'ailleurs à la Transat Café L'Or il y a pas longtemps. Est-ce que vous pourriez travailler avec lui ou est-ce que c'est un surcoût trop important? En tout cas, c'est une démarche qui a du sens. Donc dans la démarche, on s'y retrouverait certainement. Après, c'est des questions, oui, de quantité d'approvisionnement, de régularité d'approvisionnement, aussi au final du coût, parce qu'à un moment donné, il faut que le client ait un café, en tout cas une transformation du produit accessible, parce que nous, on est une marque, en tout cas, on se dit Columbus Café accessible toute France, mais aussi toute clientèle. Donc oui, en tout cas, sur la démarche, on pourrait se retrouver à discuter. Ouais, certainement. Et alors, ça m'amène à commencer à parler, puis on va y consacrer vraiment du temps, en parlant du bio et des choix de bio, que ce soit pour le café ou alors même la rémunération avec le label Blanqueur. Vous avez commencé à répondre à la question, mais on va vraiment se concentrer sur les engagements, notamment environnementaux ou plus généralement les engagements RSE de Columbus Café. Mais si on parle de la logistique et transport, il y a la question notamment des choix que vous faites pour transporter tous vos achats, la logistique du dernier kilomètre. Qu'est-ce que vous avez fait comme choix? Donc nous, on s'appuie sur une plateforme logistique, en tout cas nationale, qui va livrer 1 à 3 fois par jour en fonction des sites et de leur géographie des magasins. Donc ça fait beaucoup de camions sur les routes. Oui, forcément. par contre, c'est un seul camion pour 100% de la marchandise qu'ils vont commander. Donc vous avez de l'alimentaire, du non alimentaire, ce qu'on appelle du tri-température. Donc vous avez certains produits surgelés, des produits frais et de l'ambiant aussi. Donc ça permet d'optimiser. Et ensuite, on s'appuie à un spécialiste. Donc c'est son savoir-faire aussi d'optimiser ses routes et son nombre de stops qu'il va avoir entre le départ du camion du dépôt avec le nombre d'arrêts dans sa tournée et le retour. Donc nous, on va plutôt travailler, je dirais, l'impact qu'on va avoir sur les produits, sur ce qu'on va mettre dans le camion. Ce qui va se passer avec le camion, ça va plutôt être le rôle de notre partenaire logisticien qui, lui, avec qui on travaille aussi, et on attend que son cahier des charges évolue au fur et à mesure. Alors sur cet engagement environnemental, c'est justement la question que celui qui était à votre place la semaine dernière, Yves Contasso, le président de Grand Paris Climat, a voulu vous poser. On l'écoute. Bonjour Frédéric. Je connais un peu Columbus Café et d'autres entreprises qui travaillent comme vous. Ma question, elle est relativement simple. C'est est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites pour limiter vos consommations énergétiques, limiter les consommations de biens jetables? On le voit souvent, hélas, dans ce type de commerce. Et donc, comment vous contribuez à votre niveau à la lutte contre le dérèglement climatique? Merci d'avance. Alors, question double. Je commence par les consommations énergétiques. Comment vous les limitez? C'est une question qui tombe à pile, peut-être pas, mais bien. Depuis septembre, nous, on a lancé notre bilan carbone. C'est quelque chose qui n'est pas très, très commun, en tout cas très partagé encore dans l'univers de la restauration rapide. Je ne dis pas qu'on est les premiers, mais voilà, on a lancé la démarche, donc on commence à avoir les premiers retours et les premiers indicateurs qui nous montrent les leviers à travailler. La consommation énergétique, bien sûr, fait partie du lot. On a du travail à faire. On parlait de logistique. Voilà, sur la logistique, sur comment nos produits sont transformés, comment ils sont amenés jusqu'au magasin. Donc c'est un premier levier. Et puis toute la partie, bien sûr, alors emballage oui, mais plutôt déchets. Comment on essaye d'améliorer, sachant qu'on fait déjà pas mal de choses. Je vais y revenir sur les emballages. Mais est-ce que quand on fait un audit comme ça, de votre impact carbone, est-ce que vous avez eu des surprises? Parce que parfois on se dit, ah tiens, là j'ai un levier d'amélioration que je ne soupçonnais pas. Non, alors la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on n'est pas surpris par les premiers chiffres qui arrivent. Parce que je pense on essaie de faire les choses bien depuis pas mal d'années, avant que la réglementation ou les choses deviennent un peu plus légales. On est un concept, on est une marque de coffee shop aussi française. Je pense que le côté français nous aide aussi, en tout cas nous emmène dans cette dynamique-là où on essaie de faire bien les choses pour le client, pour le magasin en soi, pour les équipes, pour la planète, en tout cas pour ce que ça peut générer en dehors du quotidien de servir un bon café au client tous les jours avec le sourire. Donc je pense qu'on a déjà une démarche, interne, qu'on peut toujours améliorer. Et ce bilan va nous aider à ça, pour aller encore plus loin. Mais on a déjà une base de travail et puis des fondamentaux qui sont là,
qui vont déjà dans le bon sens. Donc non, on n'a pas été surpris. Et alors sur la consommation de biens jetables ou d'emballages à usage unique, vous avez commencé à répondre, mais qu'est-ce que vous faites, quelles actions vous menez? Nous, en 2017-2018, on a commencé à lancer la vaisselle sur place dans le réseau. Avec des premiers magasins, des premiers franchisés. On travaille beaucoup avec des pilotes, avec des tests. Après, c'est des franchisés ambassadeurs qui vont donner la bonne parole à leurs collègues. Mais ouais, 2017-2018, on a commencé. Bien sûr, quand la législation est arrivée, tous les magasins étaient prêts et les derniers ont basculé. Mais nous, le gros du réseau a basculé entre 2020 et 2021. Donc, on était déjà prêt à la législation, on était déjà rodé. Donc ça, pour nous, c'est déjà un effort qu'on avait déjà lancé. Vous l'aviez lancé parce que la législation arrivait? Non. Non, on l'a lancé. Vous aviez anticipé ça? Ouais, on l'a lancé pour deux raisons. La première, c'est une question qualitative de service. Voilà, on était dans des démarches d'amélioration de service pour le client et d'expérience client. Et on sait qu'en tout cas, boire une bonne boisson dans une belle tasse, en tout cas dans un beau verre non jetable, c'est plus sympa. Voilà, et c'est plus valorisant pour tout le monde. Deuxième chose, c'était aussi un moyen de travailler avec les équipes terrain pour diminuer justement la logistique, le fait de recevoir des cartons de gobelets plusieurs fois par semaine, devoir les déballer, les ranger, vider des poubelles tous les jours, faire le tri parce qu'on trie en tout cas le papier et le carton depuis plusieurs années déjà aussi. Donc voilà, ça permettait aussi de limiter toute cette logistique interne pour les équipes et leur soulager. Alors après, oui, il faut remplir des lave-verres. Il y a aussi une autre logistique qui se met en place. Il y a une consommation d'eau un peu plus importante. Une consommation d'eau plus importante, mais on s'équipe de machines, en tout cas, qui sont étudiées pour ça, en tout cas, à consommation réduite. Faible consommation. Que ça soit électrique, eau, produits d'entretien, tout est lié. Mais au final, le retour des équipes est, non, c'est plus plaisant, c'est moins contraignant de gérer de la vaisselle, et donc du lavable, que de gérer du jetable. Et en plus, on se rend compte qu'on fait plutôt un bon geste. En tout cas, on participe à l'amélioration des choses pour la planète. Vous disiez, on teste d'abord un franchisé en quelque sorte pilote. Est-ce qu'il y a des idées qui viennent des franchisés? Vous voyez ce que je veux dire? Le siège parisien, regardez ce que je fais là depuis 6 mois, ça marche. Et ça, je pense que c'est un vrai savoir-faire qu'on a développé maintenant depuis plus de 15 ans de franchiseurs. Moi, je dis souvent à des candidats, parce que je prends plaisir à les rencontrer toujours dans leur processus. Il y a être franchiseur et être franchiseur. Alors, je sais pas pour faire la blague qu'on connaît sur les bons et les mauvais chasseurs, mais il y a être franchiseur dont notre revenu à nous dépend de leur réussite. Et puis, il y a être franchiseur où une partie de mon réseau est franchisée et une autre partie est gérée en propre. Et donc, je diversifie un peu mes revenus. Nous, notre réussite passe par la leur. Bien sûr qu'on travaille pour développer la marque et donc pour développer leur business, et on les accompagne au quotidien pour ça aussi, pour développer leur business. Mais on travaille on travaille qu'avec eux. On a des équipes sièges, une quarantaine de personnes. Nos franchisés, c'est 120 franchisés indépendants, donc il y a 120 têtes pensantes. Donc il y a toujours des bonnes idées. Vous avez un exemple en tête? La vaisselle, la mise en place de la vaisselle. On a les premiers tests qu'on l'a fait, on l'a fait avec un franchisé qui était convaincu et qui était prêt à apporter le projet, en tout cas lui de manière très opérationnelle. Et on a monté le projet avec lui. D'abord sur un magasin, 2 magasins, et puis on a affiné, on a commencé à élaborer comment on allait mettre en place la mise en œuvre et puis le déploiement. Et ensuite, un deuxième, un troisième, un quatrième franchisé se sont rejoints au groupe. Mais on l'a sur les produits. On a par exemple, le fait de travailler, vous parliez du lait et de bleu blanc cœur, c'est venu de vous, ça, ou c'est pareil? Ça, c'est plutôt venu de nous. Parce que c'était un sujet qui était plus approvisionnement, qualité, produit, matière première. Et comment on pouvait donner encore plus de valeur à la marque et aux produits qu'on vendait en partant de l'industriel, en partant de la base du produit. Non, les retours franchisés sont très opérationnels, donc c'est sur le quotidien. Comment ils font pour améliorer le quotidien, le leur, celui de leurs équipes, mais pour délivrer mieux aux clients et que le client passe un meilleur moment. Mais je pense sur les systèmes de caisse, le test des bornes de prise de commande, l'organisation derrière les comptoirs, les évolutions des machines. Voilà, il y a beaucoup d'automatisation qui arrivent, alors pas l'intelligence artificielle, mais en tout cas des machines qui vous restituent un produit automatisé et qui vous soulage aussi votre quotidien avec vos équipes. Ces sujets, on les voit passer, on les étudie, et puis souvent on a un franchisé qui dit « Ah, j'ai vu ça, ça a l'air intéressant. » Alors, puisqu'on parle de matières premières, on a parlé du café, on a parlé du lait, il y a les œufs. Ça représente quoi? J'ai vraiment la question de curieux, quoi. Combien vous consommez d'œufs, par exemple, avec 250 coffee shops quelques milliers, je n'ai pas le chiffre exact, mais quelques milliers, on s'approche des millions d'œufs, parce qu'en plus, c'est une matière première qui est de plus en plus consommée aujourd'hui. Nous, on l'a vraiment mise en place quand on a développé l'offre salée du petit déjeuner. C'était 2018-2019. Non, on consomme beaucoup d'œufs. Et alors, donc, là aussi, il y a des choix. Est-ce que c'est de l'élevage en batterie? Est-ce qu'on peut se passer de l'élevage en batterie? Quel choix vous avez fait? Non, notre choix est toujours porté sur la qualité du produit. Donc, la qualité du produit, c'est aussi des engagements. Donc, on est sur des œufs plein air, 100% plein air, d'origine France pour la plupart, en fonction des approvisionnements. Et au-delà de cet engagement, je dirais, du bon traitement animal,
On sait aussi que ce bon traitement, en tout cas cette qualité de produit, permet de délivrer un bon produit au client et puis, en plus de ça, de pouvoir de communiquer des engagements forts. Ouais. Même si c'est pas une matière première aussi forte que le café ou que le lait, Ouais. mais ça va dans notre Oui, démarche. c'est pas la première matière première à laquelle on pense Non, quand on non, pousse non. la porte d'un Columbus On est Café. engagé Quoi. aussi sur le poulet, on est Ouais. en train de s'engager aussi sur le porc, mais c'est pas des matières premières fortes dans la tête du client, mais c'est important aussi que notre démarche qualitative et d'engagement, on la retrouve sur les différents produits. Mais est-ce qu'il y a des clients qui vous disent, moi je veux pas consommer un œuf d'une poule qui est élevée en cage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou Ouais. est-ce que ça rentre pas finalement dans la grille de Non, lecture d'un client? non, c'est pas une demande forte. Enfin, c'est pas une demande régulière des clients. Par contre, c'est une reconnaissance et un moyen d'engagement du client vis-à-vis de Columbus Café, de se dire je consomme dans une marque qui est française, qui est dans un concept qui est plutôt là pour me faire passer. On dit toujours nous faire passer les 15 meilleures minutes de la journée. Donc, je viens passer un bon moment. Il y a un moment dans ma journée, que ce soit 5 minutes ou 1 heure. Et en plus, je consomme des bons produits parce que la qualité de nos produits sont reconnus et des bons ingrédients. Et en fait, ça lui permet de trouver du lien et d'avoir, pas une harmonie, mais d'avoir un sens dans toute sa démarche de client, mais avec une marque, un concept, un moment, et puis le produit et les ingrédients qu'il va utiliser. Ouais. Donc nous, c'est notre marque de fabrique, en tout cas, c'est notre cahier des charges, c'est notre engagement sur la qualité. Et puis le client, en fait, ça lui donne du sens, parce qu'il est là pour passer un bon moment. Donc s'il est là pour passer un bon moment, c'est plutôt quelque chose de bon, donc que ça soit bon, mais que ça soit bon, j'irais de l'animal jusqu'à l'assiette. 253 coffee shops en France et à l'étranger. Il y en a beaucoup à l'étranger? Ouais, on en a une vingtaine. Une vingtaine? Presque plutôt, 30. plutôt dans quelle partie de... Essentiellement le Canada, parce qu'on a ouvert une filiale en 2021. Donc Ok. on a 20 Columbus là-bas et on est en train de déployer maintenant le modèle de franchise. Et ensuite, on est en train de revenir sur le Moyen-Orient, qui était une zone où on était assez fort avant le Covid. Et puis avec le Covid, les choses ont un peu évolué, mais on y revient. Et ensuite, pour l'instant, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que la dimension française, vous la gommez ou est-ce qu'au contraire, vous la mettez en avant parce que qui dit gastronomie dit bonne image de la France? Ouais, en fonction des régions internationales, le français parle vraiment à des catégories de consommateurs, en tout cas à des pays, et puis d'autres pays où c'est plutôt le côté qualité derrière le français. Voilà, Canada, sur la partie Québec, est très, très, très francophone. Columbus Café français, oui, ça leur parle, mais ce qui leur parle surtout, c'est qu'ils voient de la qualité chez Columbus, et ils voient aussi une offre large du matin jusqu'en fin de journée. Ils voient du sucre, enfin de la boisson, du sucré, mais aussi du salé. Et c'est vrai que nous, en France, le salé est un moment fort, entre midi et 2, c'est 30% de notre activité. Donc, c'est pas rien, c'est pas quelques sandwichs vendus ou quelques salades. C'est un vrai moment de consommation. Donc, ils y voient ce côté qualité ou ce côté marque de fabrique français parce que voilà, on a la chance que la France est reconnue comme un pays de qualité dans la gastronomie. Et dès qu'on parle alimentaire, je dirais le coup de tampon français est toujours rassurant. Ouais. Mais ça parle pas aussi fort d'un pays à l'autre. Ouais. Donc, c'est plutôt le côté soit français, soit qualité, ou les deux quand on peut faire les deux. Autre question de curieux, est-ce que le goût est le même? Ou est-ce que vous adaptez vos produits au marché? Oui, 75%, 80% de la gamme est la même. Et ensuite, il y a 20-30% qui est adapté au marché. Ouais, on est obligé d'adapter déjà au goût, aux recettes. Il y a des ingrédients qui sont incontournables. Voilà. Et puis ensuite, on adapte aussi en fonction de la chaîne logistique. Pour pas, par exemple, tout ne vient pas de la France pour les Canada. Une partie, mais on va chercher aussi des approvisionnements du coup, locaux, enfin plutôt locaux sur le pays. Voilà, pour que ça soit, je dirais, logique, en fait. Ouais. Au Québec, s'il n'y a pas une poutine à la carte, ça va pas. Non, ils n'ont pas une poutine, mais ils ont quelque chose qui s'y ressemble. Qui s'en approche. Je pense à ça, le goût, parce qu'il y a la question du sel, du sucre, des dosages en sel et au sucre de ce que vous proposez à vos clients. Là aussi, bon, ce sont des exhausteurs de goût, mais pas forcément idéaux pour notre santé. On va dire ça comme ça. Ouais. Vous réussissez à réduire les teneurs en sel et en Oui, surtout sur le sucre, parce on vend beaucoup de sucré, forcément, entre les boissons et les pâtisseries. Donc on travaille sur deux axes. Le premier, c'est réduire le sucre dans nos boissons. Donc pour ça, on travaille avec les industriels qui nous font des recettes ou avec la quantité de sucre qu'on met dans les boissons, même si c'est le client qui choisit un peu sa taille. Oui, c'est-à-dire qu'il faut réussir à le faire évoluer sans trop perturber le goût du client non plus. C'est pas une démarche facile. On travaille une partie là-dessus. Ensuite, on travaille aussi sur des développements de boissons sans sucre. Depuis 2 ans, on développe ce qu'on appelle une plateforme de boissons froides d'eau aromatisée qui sont sans sucre pour le coup et qui viennent remplacer progressivement tous les sodas qu'on peut connaître qui faisaient partie de la carte et qui sont en train de disparaître, mais en proposant d'autres alternatives meilleures en termes de goût, qualité. Vous avez décidé de virer les grands sodas de votre carte? Oui, la majorité sont virés déjà. Là, je pense que dans les 2026, ça sera l'année charnière où ça va vraiment, vraiment s'arrêter. Mais on a plus de 60% du réseau qui a mis en place cette plateforme d'eau aromatisée et qui a remplacé du coup tous les sodas qu'on peut connaître. Est-ce qu'il y a des clients qui font demi-tour parce qu'ils n'ont pas leur soda préféré? Toujours. Mais moi, je suis toujours en mode franchisé.
on essaie de faire plaisir à plein de monde, mais on ne peut pas réussir à convaincre, en tout cas, à satisfaire 100% de la clientèle ou 100% du passant. Donc voilà, on a une marque, on a un positionnement, on a un niveau de qualité qui est de plus en plus reconnu, apprécié et recherché. Donc on continue à travailler dans cette ligne-là. Et après, oui, il y a des clients qui seront insatisfaits, malheureusement, oui, mais ça fait partie du jeu. Donc allons chercher plutôt les clients qui sont pas encore, qui connaissent pas encore Columbus, qui savent pas que c'est français, qui savent pas que la qualité est importante pour nous, qui vont passer un bon moment. Donc voilà, on a encore ce qu'on disait au début, le marché du coffee shop explose. Et il y a encore, on sait aujourd'hui qu'un Français sur deux consomme pas coffee shop. Donc il y a encore du travail et il y a encore plein de potentiel. Puisqu'on est sur la stratégie RSE, il y a ce partenariat avec Too Good To Go. Depuis quand et pourquoi? Depuis 2016-2017, quand ils sont arrivés en France, ils nous ont rapidement sollicité. On a trouvé la démarche très intelligente et très saine. Columbus, c'est un concept où on ne génère pas beaucoup de pertes parce qu'on fabrique beaucoup le matin pour la journée. Beaucoup de produits sont fabriqués ou assemblés sur place. Il n'y a pas trop de gâchis alimentaires. C'est plutôt maîtrisé, mais du coup, le peu de gâchis qu'on a, on préfère le proposer à moindre coût, en fait, à coût coûtant, à une clientèle quand on a le besoin. Et puis, la démarche est plutôt saine, donc elle est plutôt bien suivie par nos franchisés, elle est mise en avant régulièrement sur nos réseaux et ça marche bien. C'est obligatoire ou c'est volontaire? C'est-à-dire tout ce dont on parle, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est toujours le rapport entre le franchiseur et les franchisés. Il y a des choses qui sont obligatoires. Qu'est-ce que vous imposez ou pas? Too Good To Go est recommandé. Il n'est pas obligatoire parce que ça dépend aussi du niveau de perte. Les magasins qui sont ouverts 7 jours sur 7, par exemple, ont très peu de pertes et pas forcément suffisamment pour proposer un ou deux paniers tous les jours. Donc c'est proposé, 75%, 80% du réseau l'applique. Pas tous les jours, mais régulièrement, plusieurs fois par semaine. Donc c'est plutôt suivi. Et puis c'est là aussi l'intérêt de travailler avec des franchisés quand on propose ou qu'on suggère des choses. Si on voit qu'il y a un faible intérêt, on se dit, bon, soit on a mal bossé notre truc, soit il n'y a vraiment pas d'intérêt, donc il faut peut-être revoir la copie. Et là aussi, on a commencé avec des franchisés qui nous ont dit, non, c'est la bonne démarche, il va falloir travailler plutôt ci, plutôt ça, pour que l'ensemble du réseau ou un franchisé dans son quotidien puisse voir l'intérêt, plus du intérêt. Merci beaucoup, Frédéric Pasture, et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, c'est notre rubrique Startup et Innovation. Je présente mon invité Maya Bendifala. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous êtes la cofondatrice, directrice scientifique de Nutropie, créée en 2021 avec Nathalie Roland. Et avec quelle idée? C'est quoi Nutropie? Nutropie est une entreprise française basée au Génopole, donc le plus grand bioparc de France, qui a pour but de produire des protéines de lait sans passer par l'élevage. Donc en fait, on produit ces protéines de lait via la fermentation, donc un processus, on utilise des micro-organismes comme une micro-usine à la base de macro-usine de vaches. Donc c'est comme la fermentation pour faire de la bière, sauf qu'au lieu de faire de l'alcool, on donne du sucre aux micro-organismes et ils font des protéines de lait. D'accord, ok. Alors, quand vous créez l'entreprise, c'est quoi? C'est de la recherche scientifique ou le procédé existe déjà? Vous voyez ce que je veux dire? On est dans quelle démarche? En fait, la technologie d'utiliser la fermentation pour produire des molécules d'intérêt existe depuis des décennies, mais appliquée à d'autres produits, comme les arômes ou comme les enzymes, donc déjà utilisés dans l'agroalimentaire ou d'autres industries. Mais ça n'avait jamais été appliqué à nos protéines, donc des protéines de lait, donc des caséines, pour fournir un nouvel ingrédient à l'industrie laitière, qui est notre source d'approvisionnement. Donc moi, j'ai travaillé en fait dans ce domaine pendant ma thèse, où j'ai utilisé la même technologie, mais pour produire d'autres molécules. Et j'ai eu l'idée de pouvoir appliquer ça à cette technologie-là. Et ma cofondatrice, elle, a travaillé sur tout ce qui n'était pas le produit, donc de côté plus réglementaire, comprendre les besoins des industriels, aider au développement de domaines. Donc quand on s'est rencontrés, on a vu qu'on avait une vision... Vous étiez complémentaires, ça matchait bien. Les caséines, c'est l'autre nom des protéines de lait, en fait, c'est quoi? Les caséines, ce sont les protéines majoritaires du lait. Et c'est ces protéines-là qui sont responsables pour tout ce qu'on aime dans le lait. C'est grâce à elles qu'on fait du fromage et des yaourts. Donc si vous aimez des fromages, vous aimez forcément des caséines. Et d'ailleurs, il y a un produit que vous appelez cheesable milk. Alors c'est quoi exactement? C'est un lait fromageable, c'est un vrai terme de l'industrie. Nous, on s'en sert de ce terme pour dire c'est un lait qui est capable, un produit de type lait qui est capable d'être transformé en gel, qui est la base d'un fromage ou d'un yaourt. Donc c'est un produit fonctionnel qui peut permettre à l'industrie de faire des produits qui les intéressent. Parce qu'en fait, Nutropie, c'est une entreprise B2B.
Donc, Vos clients, ce sont des entreprises. Voilà, donc le but c'est de fournir des ingrédients aux industriels laitiers agroalimentaires pour qu'eux ils puissent transformer ces ingrédients en produits pour les consommateurs. Est-ce que c'est le point de départ? J'ai bien compris, il y a la recherche, etc. Mais est-ce que ça vient du marché? C'est-à-dire qu'il y avait de la part de l'industrie agroalimentaire une demande de protéines de lait non animales? Tout à fait. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire n'a uniquement les protéines végétales comme alternative à la source d'approvisionnement des protéines de lait aujourd'hui. Mais les protéines végétales ont un comportement très, très différent des caséines. Donc, ils sont incapables de faire des produits recherchés par les consommateurs, qui sont par exemple sans lactose, sans cholestérol, mais toujours avec la nutrition, la texture et le goût qui plaît aux consommateurs. Donc, et en plus, aujourd'hui, on a beaucoup de questionnements sur comment répondre au marché croissant des produits laitiers, avec une population qui augmente, avec la production de lait qui baisse. Aujourd'hui, on a un consensus que la production de lait est en train ne soit pas capable de répondre aux besoins du marché dans le futur. Même on dit qu'en France, on peut être un net importeur de lait, même dès 2027. Donc on a vraiment besoin de trouver des sources de ces protéines fonctionnelles hors l'élevage pour être un complément à l'industrie actuelle. Dernière question, vous avez annoncé une levée de fonds de 7 millions d'euros. Voilà, quelle stratégie avec cette levée de fonds? Oui, donc cette levée de fonds sert à nous permettre de monter en échelle la production afin d'envoyer des quantités plus importantes d'échantillons à nos futurs clients. Parce que justement, en alimentaire, ils ont besoin de tester dans des échelles plus importantes pour voir quels sont tous les produits faisables grâce à nos ingrédients et de pouvoir aller plus loin dans ces démarches commerciales. Merci beaucoup Maya Bendifala et bon vent à Nutropie. Merci d'être venu nous présenter ces caséines, ces protéines de lait. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Je voudrais remercier Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu en charge de la production, Pierre-Loup Bergoni, le réalisateur, Alban Jacquin, l'ingénieur du son. Belle fin de journée sur Be Smart for Change. Salut.